Voilà, c'est fait partie des rencontres d'Oscar, donc sur Bambara, les registres et les cohortes en général. Alors, ça marche. Et ça marche. Alors, le sommaire hein, rapide. Donc, au début, on va surtout parler de Bambara, qu'est-ce que c'est. Puis, il n'y a pas que Bambara, il y a la BNDMR, il y a plein de termes comme ça. Désolé, au début, il y aura beaucoup de définitions, mais on est obligé de passer par là pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, je vais vous parler brièvement de l'importance des registres et des cohortes pour la recherche, surtout dans les maladies rares. Puis on verra quelle place pour les associations pour toutes ces registres, ces cohortes. Et à la fin, une fois qu'on aura passé toutes ces slides, je vous ferai une démo en live de Bambara. J'espère que ce ne sera pas trop long. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit, Bambara, BNDMR, Stemara aussi, certains ont peut-être entendu. Donc, on va voir tout ça. Alors, pour commencer, Bambara, c'est le nom d'où ça vient. Bambara, c'est pour base maladie rare. Donc, c'est une base de données de maladies rares. Donc, concrètement, Bambara, c'est une application sur Internet qui permet aux centres maladies rares labellisés de collecter et d'exploiter les données de leurs patients maladies rares. Donc, les centres labellisés ont l'obligation de compléter au minimum le set de données minimum, le SDM de Bambara. On verra plus tard de quoi est composé ce SDM. L'accès à Bambara est cloisonné par hôpital, donc chaque centre va pouvoir voir les patients des autres centres de son hôpital, mais pas des autres hôpitaux de France. Donc, comme il y a des données nominatives, c'est des données sensibles et des données de santé. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc je prends vraiment je prends des choses qui, pour nous et avec Elisabeth, c'est basique, mais bon, je ne sais pas si vous êtes au fait de tout ça, donc je rappelle. Les centres de référence, donc il y a les centres de référence et les centres de compétences. Donc les centres de référence sont financés par la DGOS et pas les centres de compétences. Et pour les centres de référence, donc ceux qui ont un financement, c'est un financement qui est en deux parts. Il y a une part fixe et une part variable. Et la part variable de ce financement est en grande partie calculée par l'activité qui est déclarée qui est saisie dans Bambara. Donc tout ce qui est saisi dans Bambara va compléter automatiquement la partie activité des rapports pyramides qui permettent le financement des centres de référence. Si ce n'est pas clair, pareil, n'hésitez pas à poser moi des questions. Une fois que les données sont recueillies dans Bambara, elles sont versées automatiquement chaque mois dans la BNDMR, après avoir été pseudonymisées. Donc, dans Bambara, les données sont nominatives. Dans la BNDMR, les données sont pseudo-anonymisées. Alors, il passe une fois sur deux. Voilà. Alors, Semara. Semara, c'est l'ancêtre de Bambara. C'était au niveau du Plan national maladie rare 1, donc 2005, quand il y a eu la mise en place des centres maladies rares en France. Certains centres se sont dit que ça pourrait être utile d'avoir des données collectées pour les maladies rares en France. Et ça a commencé à émerger l'idée d'une base de données nationale, mais on n'en était pas encore là. Donc, c'était uniquement les centres qui le souhaitaient. Et ça a été développé à Necker par, je ne sais plus le nom du médecin qui l'a développé, mais ça a été développé à Necker. Et donc, les centres qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire et saisir les données de leurs patients sur Semara. Donc, c'était composé d'un set de données minimum déjà à l'époque pour avoir un tronc commun entre tous les centres. Et ce set de données minimum qui a fortement inspiré celui de Bambara qui est utilisé actuellement. Et en plus de ce set de données minimum, il y avait à l'époque ce qu'ils appelaient des pétales spécifiques pour chaque centre. Donc, c'était des parties spécifiques à chaque centre en fonction des maladies rares qui étaient concernées. Donc, si c'est pour nous la filière Oscar, par exemple, on peut imaginer qu'il y avait, en plus du set de données minimum, il y avait un pétale spécifique imagerie, radiologie, résultats de radiologie, parce que c'est des examens d'intérêt pour nos malades. Et pareil pour d'autres centres, d'autres filières. Semara a fermé ses portes en mai 2021 et toutes les données du set de données minimum de Semara ont été transférées dans Bambara. Donc ces centres n'ont pas perdu ces données-là. Par contre, les données qui étaient dans les pétales spécifiques de chaque centre n'ont pas pu être récupérées. Il y a quand même eu une partie des données qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans Bambara. Mais il y a quelques centres qui ont des données historiques depuis 2005 dans Bambara. On peut poser des questions ou les poser à la fin? Oui, vous pouvez m'interrompre. Hein. C'est mieux de poser les questions directement sur la slide, comme ça
Je m'interroge sur pourquoi finalement on a fait ce transfert, pourquoi on a arrêté, Semara et Parce que, pourquoi on n'a pas parce- récupéré ces données, Pétale? alors, Semara, c'était uniquement quelques centres, et Bambara, ça a été mis en place suite à, sur la slide d'après, hein, j'en parle, le Plan national maladie rare 2. C'est l'outil qui permet de renseigner la BNDMR. Donc, Bambara, c'est l'outil qui permet de renseigner la BNDMR pour les centres. BNDMR, qui est la Banque nationale de les maladies rares, et qui était le projet prioritaire du PNMR2. Là, il y a écrit 2011-2014, mais il a été prolongé jusqu'en 2016. Et pour développer, pour compléter les données, donc il a été décidé de développer l'outil Bambara, donc qui est inspiré de Semara, mais en plus sécurisé, en mieux, en gros. C'est juste que les données des pétales n'ont pas pu être récupérées parce qu'elles étaient trop spécifiques à l'époque, et c'est Bambara qui commençait avec uniquement le set de données minimum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans Bambara, il y a le set de données minimum classique pour tout le monde. En plus de ça, il y a un set de données, il y a ce qu'ils appellent un set de données minimum traitement, un set de données minimum génétique. Il y a plusieurs packs qui s'ajoutent au fur et à mesure, mais c'est pas aussi spécifique que les pétales à l'époque de Semara. C'est vrai que c'était un gros regret des centres à l'époque qui utilisaient Semara et qui aimaient bien pouvoir le customiser, entre guillemets, spécifiquement pour leur centre, mais ça n'a pas été possible de faire ça au niveau national. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je pense que c'est des décisions au niveau des ministères. Et c'est dommage, mais il y a quand même la grande Voilà. majorité des données qui ont été récupérées. Ouais, en même temps, vous y répondez un petit peu, peut-être que la raison, c'était customisé auparavant. Le problème, quand c'est customisé, c'est difficile de faire rentrer quelque chose d'ultra customisé dans un truc général, quoi. Oui, je pense C'est que peut-être ça, ça le ça doit problème, être un ça. problème technique là-dessus, sûrement. OK, Je merci. pense qu'il y a des aspects techniques et peut-être des aspects financiers. Ça coûtait plus cher de reprendre toutes les spécificités de chaque centre pour une base nationale. Ça doit être un peu compliqué, je pense. Donc la BNDMR, c'est une base nationale qui permet de mieux documenter les maladies rares et d'organiser au mieux le réseau de soins sur le territoire en fonction des données qui sont présentes. Ça permet de faciliter également la recherche dans les maladies rares, on le verra plus tard. Je suis désolé, encore quelques définitions avant de rentrer dans comment ça marche concrètement. Donc le DPI, c'est le dossier patient informatisé. Donc aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux, on n'a plus de dossier patient papier. Bon, nous, on est à la PHP, il y a quelques services où il y a encore le dossier patient papier. Mais on tend de plus en plus vers un dossier patient informatisé. Et ça permet de centraliser les données et ça permet aux professionnels d'accéder plus facilement aux informations médicales des patients. Bon, après, que c'est des données ultra sensibles et ça a besoin de mesures de sécurité très renforcées. Amara, il y a ce qu'on appelle le mode connecté qui permet justement aux professionnels de santé qui sont dans les centres maladies rares de compléter le set de données minimum de Bambara directement depuis leur DPI local. Donc, on n'a pas besoin de se connecter sur Bambara pour saisir les patients. Ça a un avantage, dans le set de données minimum, il y a toute une partie administrative, le nom, prénom, adresse, etc., qui sont déjà présentes dans le DPI local. Donc, ça permet de ne pas ressaisir une grosse partie des données qui sont déjà présentes dans le DPI. Donc, c'est un gain de temps. Quand ça marche bien, c'est assez apprécié des professionnels de santé. Après, ça n'empêche pas les professionnels d'avoir quand même accès à Bambara pour faire de l'exploitation de données qui sera plus spécifique aux données des maladies rares que le DPI ne permet pas. Le fameux set de données minimum, je vous ai mis les points principaux, sachant qu'il y a une soixantaine, si on développe tous ces points, ça fait une soixantaine d'items à compléter. Pour l'identification patient, c'est nom, prénom, date de naissance, données administratives, il peut y avoir je sais que maintenant, c'est pas encore obligatoire, mais c'est fortement recommandé de mettre le numéro de sécurité sociale parce que derrière, il y aura des possibilités de chaînage avec les données de la SNDS, statut vital, le parcours de soins, l'activité, l'histoire de la maladie, le diagnostic. Enfin, ça, c'est toutes les informations qui composent le set de données minimum de Bambara. Donc, c'est le minimum demandé au centre maladie rare de saisir dans Bambara, sachant qu'il y a d'autres champs qui sont optionnels qu'on verra dans la démonstration tout à l'heure. J'ai une petite question, excusez-moi. Oui, oui. Qui est-ce qui remplit ces données? Est-ce que ce sont les médecins directement ou est-ce qu'ils ont des personnes dédiées pour Alors, faire ça? c'est très dépendant d'un centre à l'autre.
Dans certains centres, c'est les médecins directement qui vont remplir, sachant qu'il y a une partie, en général, ce qui est conseillé, c'est que pour la partie diagnostic, confirmation diagnostique, c'est conseillé de faire compléter cette partie par le médecin, parce que c'est assez délicat. Après, ce qui est activité, date d'hospitalisation, de consultation, ça peut être rempli par des secrétaires ou des techs, des arcs en fonction des personnels dans les centres. Sachant qu'il y a aussi, moi je suis à la fois dans une filière et dans une plateforme, je sais qu'il y a des filières qui mettent à disposition des arcs et des techs volant un peu sur un territoire, sur la France, pour aller aider les centres à saisir. Et il y a les plateformes d'expertise, pareil, en local, qui peuvent aider à la saisie. Mais je sais qu'au niveau de la BNDMR, c'est fortement conseillé de faire remplir la partie diagnostic par un médecin. D'accord. Ils ont le temps de faire ça? C'est fait pour prendre le moins de temps possible, mais c'est vrai que c'est du temps en plus dans tous les cas. Ouais. Petite précision, Yaya, sur Architect. Je ne sais pas si tu l'avais précisé avant. Désolé, c'est vrai que je parle. Arc, c'est attaché de recherche clinique, et Tech, c'est technicien d'études cliniques. Et bon, si on fait la différence, le Tech fait la saisie et l'Arc fait plutôt du contrôle qualité de la saisie, mais dans les faits, à l'hôpital, Arc et Tech, c'est la même chose. C'est des personnels de recherche clinique qui font pas uniquement de la saisie Bambara, qui travaillent aussi sur des protocoles de recherche clinique. Mais voilà, donc c'est le problème qu'il y a le vrai problème, c'est que les centres de référence ont un financement, donc ils peuvent, pour la plupart, payer une personne pour les aider à la saisie. Mais les centres de compétences n'ont pas de financement, donc leur filet active est moindre parce qu'ils sont entre guillemets que centres de compétences, mais ils ont quand même une saisie obligatoire à faire tous les ans. Et en contrepartie, il n'y a pas de financement. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a avec les centres de compétences qui nous est remonté. Donc on essaye d'aider, nous, au sein de la plateforme, on essaye d'aider en priorité les centres de compétences pour la saisie. Et au sein de la filière Oscar, cette année, pareil. Au sein de toutes les filières, d'ailleurs, il y a eu un financement dédié pour l'aide à la saisie des centres de compétences. Et les centres constitutifs, ils se situent où là-dedans? Ils sont centres de référence. Quand je dis centre de référence, c'est coordonnateur et constitutif. D'accord, merci. Pas de souci. N'hésitez pas, vraiment. Oui. Une autre question, donc là, Brice Fougeol, c'est FSKF, sur la façon d'interconnecter les DPI avec le set de données. Vous ne l'avez peut-être pas encore dit, mais le set de données, je suppose qu'il est anonymisé ou pas? Non, à ce niveau-là, on est sur des données nominatives encore. D'accord. Entre le DPI et Bambara, c'est les données nominatives. Les données sont anonymisées avant de passer dans la BNDMR. Ok, et c'est dans la BNDMR qu'elles vont être anonymisées. Pseudo-anonymisées. Donc je vais passer à la slide suivante, ça va être. Ok, non, mais non, mais c'est pour voir, vous verrez, il y aura les explications. Parce que vous parliez du gros schéma de la BNDMR et de Bambara. Donc vous voyez à gauche, on a le DPI, dans lequel on peut saisir directement. Les données sont envoyées, les données du set de données minimum, donc SDM, sont envoyées automatiquement dans Bambara. Au-dessus, vous voyez en haut à gauche, il y a Semara qui a fermé depuis 2021 et toutes les données du SDM ont été migrées dans Bambara. Donc Bambara, c'est un espace par hôpital, comme je l'ai précisé. Et ensuite, il y a une désidentification qui est effectuée entre la Bambara et la BNDMR. La BNDMR, qui est au sens légal, est un entrepôt de données de santé. Ça, je ne sais pas si ça parle à certains. Oh, moi aussi. Voilà. Donc ça permet derrière, ça permet de faire des études. C'est un espace sécurisé et justement, depuis peu, on peut faire ce que j'avais dit tout à l'heure, du chaînage avec d'autres bases nationales, donc le PMSI, le SNIRAM, tout ce qu'il y a dans les SNDS, au fait. Dans les SNDS? D'accord. Oui, le Système national de données de santé. Ok, ça rejoint le S-Data Hub, c'est le corps modèle du SNDS? Le Health Data Hub, c'est l'environnement dans lequel toutes ces études vont pouvoir se faire. C'est un environnement en cours d'études ou déjà en cours d'implémentation? C'est déjà déployé en France. Enfin, déployé. Ok. C'est un espace sécurisé dans lequel se font tous ces chaînages, toutes ces études. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur cette slide. Je sais qu'elle prend un peu de temps de bien regarder comment ça marche. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si je reviens là, le premier item du set de données minimum, c'est l'opposition. Donc ça, on s'assure, au niveau réglementaire, on est obligé de s'assurer que les patients ne sont pas opposés à l'utilisation de leurs données.
Parce que autant les données dans le DPI, c'est obligatoire pour la prise en charge des patients, donc il n'y a pas le choix. Les données qui sont transférées entre le DPI et Bambara, c'est pareil, il y a une obligation de saisie des centres, donc il n'y a pas le choix de saisir. Par contre, pour que les données passent de Bambara à la BNDMR, dans lequel on fera des études, il faut que les patients ne soient pas opposés. Donc normalement, si vous êtes ou si vous avez un suivi dans un centre de référence maladie rare en France, vous êtes censé avoir reçu une note d'information de votre centre. C'est une note d'info, c'est la même pour toute la France, dans lequel on peut ajouter le logo du centre, de l'hôpital, enfin, bref, mais c'est la même note d'information, c'est une note d'information BNDMR qui fait une page et qui explique quelles sont les démarches si on s'oppose à l'utilisation des données par la BNDMR. Donc, dans les faits, sur le terrain, il y a des centres qui nous expliquent que c'est compliqué, ce qui est compliqué à faire, c'est de s'assurer d'avoir donné cette note à tous les patients, de ne pas la redonner plusieurs fois. Enfin, niveau organisationnel, il y a encore quelques améliorations à faire. Sachant que c'est aussi possible de l'envoyer depuis peu, la CNIL accepte que cette note soit envoyée par mail avec les comptes rendus d'hôpitaux. Donc, tout est fait pour simplifier un maximum. Et une fois que cette note d'information est transmise, tant que le patient ne revient pas vers le centre pour dire explicitement qu'il s'oppose à l'utilisation de ces données, on considère qu'il ne s'oppose pas. Ok. Alors, si vous voyez entre DPI et Bambara, il y a une autre flèche en pointillé qui va vers autre base de données. Donc ça va rejoindre la suite de la présentation sur les registres et les cohortes. Donc là, c'est pour Bambara, BNDMR, etc. Pour l'instant, tout est clair. Enfin, il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon. Merci. Ok, je continue d'avancer alors. Donc actuellement, au niveau de la BNDMR, il y a plus d'1,3 million dossiers patients, ce qui en fait la plus grande cohorte au monde pour les maladies rares. En France, il y a 2313, ce qu'ils appellent sites, c'est des centres maladies rares, donc tout confondu, centres de référence, de compétences. Et vous voyez, l'immense majorité sont ouverts pour l'utilisation de Bambara. Il en reste quelques-uns qui sont en cours d'ouverture, sachant qu'il y a eu la relabellisation des centres en fin d'année dernière et que la plupart sont des centres qui viennent d'être labellisés et qui sont en cours de déploiement de Bambara. Pour Oscar, on a 83 centres de soins, donc 83 centres de référence de compétences, tout mélangé. Et on a seulement 2 centres de compétences pour lesquels Bambara n'est pas déployé. C'est des SSR qui sont pas rattachés à des gros hôpitaux, donc il faut que SSR, Yaya. des soins de Centre suite de et rééducation. centre de Voilà. rééducation, c'est ça. Merci Elisabeth. Est-ce que vous avez une vue du nombre de patients par maladie? Oui, ça, on peut tout à fait le faire. Ça, c'est dans la suite. Je vais vous montrer comment on fait des extractions. Au fait, il y a 2 niveaux d'extraction au niveau de Bambara. Donc, soit chaque centre peut faire des extractions en local des données de son propre centre, tout seul. Donc, en se connectant sur Bambara et en faisant les extractions, ça nous sort des tableaux Excel avec plusieurs filtres. Enfin, c'est assez intuitif. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et il y a un deuxième niveau, si on veut des extractions au niveau de l'ensemble des données de la BNDMR. Là, ça passe, il y a des formulaires à remplir et ça peut passer en fonction de ce qu'on demande, ça peut passer devant le comité scientifique de la BNDMR. Et pareil, ça, je vais en parler plus tard. D'accord. Donc voilà, ça, c'est les données globales qui sont contenues dans la BNDMR. Alors, maintenant, on va parler brièvement des registres et des cohortes. Bon, là, il y a encore un peu de définition, mais bon, c'est encore une fois obligé de passer par là. Donc, ça, c'est les définitions officielles. Donc, une cohorte, c'est un groupe de personnes suivies pendant une période de temps déterminée dans le but de suivre l'évolution d'une maladie, identifier la survenue d'événements de santé d'intérêt. Un registre, la cohorte peut être bien entendu anonymisée, sécurisée, évidemment. Le registre, c'est une base de données anonymisée, sécurisée, constituée d'un nombre précis de données d'un ensemble de patients d'une population géographiquement définie. Donc ça, c'est un des points importants qui différencie les deux. Un registre, ça va être le registre des patients français d'hypoparathyroïdie, par exemple. Donc là, on voudra tous les patients en France d'hypoparathyroïdie. Un registre se veut exhaustif, contrairement à une cohorte. Et pour créer un registre, qui est-ce qui… Alors, en France, il y a le comité, il a changé de nom récemment, ça s'appelait le Comité national des registres, mais je crois que ça s'appelle le Comité d'évaluation des registres.
Donc, un registre, en gros, c'est une base de données, mais qui remplit les critères de la définition du registre, dans laquelle on veut tous les patients d'une population géographiquement définie et qui partagent une ou plusieurs caractéristiques communes. Donc, voilà, c'est comme je vous ai dit, si je veux tous les patients atteints de la maladie X en France, c'est un registre. Ça peut être limité à un département, une région, ce sera un registre. Tous les registres sont des cohortes, mais toutes les cohortes ne sont pas des registres. Et donc, il y a le comité d'évaluation des registres mais de toute façon, pour faire un registre, en général, il faut monter tout un dossier. Il y a un aspect réglementaire assez complexe à compléter avant de pouvoir récupérer ces données. Et pour les maladies rares, ça passera quasiment obligatoirement par les centres maladies rares en France. D'accord. Et c'est donc à l'initiative des médecins-chercheurs, j'imagine? Ça peut être un partenariat avec une association. D'accord. Il y a le registre, je crois, de Ouais. l'hémophilie qui était partie de l'association de patients d'hémophilie, il me semble. Il y a des registres comme ça où il y a des grosses associations de patients qui sont en partenariat entre médecins et associations. Et avec la Mais filière, est-ce que- du coup, dans le cadre de l'hypoparathyroïdie? Euh, Un partenariat forcément avec la filière? Ah si, ça peut être aussi avec la filière, bien sûr. D'accord. La Après, filière sera pas. Oui, ouais, vas-y. j'ai un doute quand même sur l'accès des données de la part de l'association, qui soit partenaire notamment pour le financement. Mais est-ce que l'association de patients a accès aux données? Par rapport aux données de la BNDMR, une association de patients Non. peut faire une demande d'extraction. Ouais, Après, non, pour je les te parle du données de registre. patients, pour monter, il faut que ce soit. C'est monté par un médecin, mais oui. Sur Il l'accès faut aux données, il faut je sais qu'il y ait pas. un comité scientifique, de toute façon, qui valide, Ouais, de toute manière, oui. dans tous Mais les cas. il y a beaucoup d'associations, il y a plusieurs associations qui participent notamment et qui sont copartenaires d'un registre. Oui, bien notamment. sûr. En général, c'est comme ça que ça se monte. Ça se passe. C'est compliqué de faire sans l'association, c'est compliqué de faire sans le centre de référence, surtout dans les maladies rares. Donc, en général, c'est des partenariats. D'accord. Et à ma connaissance, pour l'hypoparathyroïdie, il n'y a pas de registre aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse, je préfère pas vous dire de bêtises, je pense pas, mais je pense Non, pas. parce Je sais qu'il y a le projet EPI-HIPPO du Jean-Philippe Bertoccio, mais c'est pas tous les patients hypopara. Donc c'est pas un registre, c'est une cohorte. C'est une cohorte. Bonjour, du coup je réagis aussi parce que je m'intéresse exactement au même sujet. Est-ce que ça veut dire que quand on n'a pas enclenché d'accord avec les comités scientifiques, on peut quand même avoir un set de données qui soit au départ évidemment pas un registre, mais après j'imagine qu'on fait son chemin avec l'association pour obtenir des outils pour réussir à avancer vers des processus, voilà, enfin c'est des outils qui vont nous aider à mieux comprendre, à être pris en charge, à être entendus aussi. Donc en fait ma question c'est ça, dans le cadre de la FSKF, et ça rejoint la même question, il n'y a pas de registre, hein, je suppose. J'en suis même quasiment sûr. Oui, je pense pas qu'il y en ait. Peut-être un jour. Ok. Merci pour la réponse. Pas de souci. Est-ce que, je vais encore vous couper, est-ce qu'on peut redire la grande différence entre cohorte et registre? La grande différence, c'est que le registre se veut exhaustif pour un ensemble de patients d'une population géographiquement définie. La cohorte, ça peut être. On n'est pas obligé d'être exhaustif. On va avoir un échantillon, si vous voulez. D'accord, ok. Merci. On est bien d'accord, là on a parlé de registres, mais les registres, la BNDMR, c'est un registre Non, la BNDMR, ce n'est pas un registre parce qu'elle n'est pas exhaustive. Il n'y a pas tous les patients maladies rares. Si je reviens ici, vous voyez, il y a 1 300 000 dossiers patients. Ah oui, on n'a pas tous les 3 millions potentiels. C'est ça, voilà. on n'a pas les 3 millions. Le gros trou dans la raquette de la BNDMR, si je puis dire, c'est tous les patients qui ne sont pas suivis dans les centres de référence, puisque la BNDMR est complétée uniquement par les centres de référence. Donc tout ce qui est médecin de ville, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout concernés par la BNDMR. Donc tous les patients maladies rares. C'est pour ça qu'on est sur une cohorte, du coup. C'est ça. Parce qu'on n'est pas exhaustif. Voilà. Exactement. Ok. Et quand vous évoquez la notion de registre, là, c'est-à-dire qu'il y a des associations aujourd'hui qui ont des bases de données anonymisées, sécurisées, et qui Pas permettent toutes seules dans leur d'alimenter. coin, évidemment, mais en collaboration avec un centre dans lequel il y a un comité scientifique, etc. Ok.
De toute façon, Donc, à quoi avoir ça tous ces patients, ça voudrait dire avoir tous ces patients, tous les patients atteints de sa pathologie. Pour ça, l'association, ça n'existe pas, ça. Et il y a des centres de référence Alors, qui essayent de le ouais, faire, notamment pour les maladies où il y a le dépistage néonatal. On peut les rattraper. Enfin, c'est plus facilement faisable en France parce qu'ils sont dépistés à la naissance automatiquement. Et des maladies ultra rares qui sont forcément diagnostiquées par le centre de référence. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des maladies où le diagnostic se fait forcément par le centre de référence et forcément le centre peut collecter les données de tous ses patients. Du coup, il peut se dire qu'il a le registre parce qu'il a tous les patients. Ok. Ouais. Ok. Après, le problème de registre, c'est le financement pérenne. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine pérennité dans les financements. Et quand c'est fait avec une association, si l'association stoppe ses financements, ce cofinancement, des fois, le registre doit s'arrêter, malheureusement. Le C'est registre, fragile. Ouais. contrairement à la cohorte, le registre n'est pas défini par une durée. La cohorte, c'est déterminé dans le temps aussi. Le deuxième point qui diffère. Et le financement, ça représente quel volume? Tout dépend du nombre de patients, du nombre de centres impliqués. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, mais je ne pourrais pas vous donner de fourchette comme ça. Alors, donc en gros, les registres, les cohortes, à quoi ça sert? J'ai fait les 4 points. Donc l'histoire naturelle, la connaissance des maladies, ça c'est très important, notamment dans les maladies rares. Donc même si le registre, c'est pas toujours facilement atteignable, mais on peut faire des cohortes déjà qui permettent d'accumuler des données très importantes pour le suivi des maladies. Ça peut permettre de répondre à une question précise. Donc on choisit, dans le cas d'une étude sur données, on a une hypothèse de base, on recueille des données pour répondre à cette question. Ça permet d'affiner l'épidémiologie et la prévalence des maladies, parce que bon, il y a plein de données dans la littérature, mais dans le cas des maladies rares, on sait qu'il faut prendre avec des pincettes. Et quand on a un registre, notamment, un des gros intérêts, c'est d'évaluer facilement la faisabilité d'un essai clinique. Donc, si demain, un labo a potentiellement une idée d'un traitement, il peut facilement, via ce registre, savoir combien de patients seraient incluables, seraient intéressés par le traitement. Et tout ça, évidemment, c'est des choses qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Donc, les registres, les cohortes, très importants pour les maladies rares. Est-ce que les laboratoires payent pour avoir ces informations? Pour les extractions au niveau de la parce que n'importe qui, entre guillemets, peut faire une demande d'extraction au niveau de la BNDMR, et quand c'est un labo, oui, c'est payant. D'accord. Et pareil, s'il y a un registre qui est tenu par un centre de référence et qu'il est approché par un labo, oui, effectivement, c'est des données qui sont payantes. Alors là, c'est quelques exemples d'études effectuées par Oscar, directement via les données de la BNDMR. Donc, il y a Dr Héroux qui a fait une étude sur l'incidence et la prévalence de l'XLH en France. Moi, je vous avais présenté, pour ceux qui étaient là à la dernière rencontre des associations, le poster, enfin l'étude qu'on avait fait avec Baptiste, qui était ancien chargé de mission de la filière aussi, comme moi, recherche, chargé de mission recherche de la filière, désolé, sur l'errance diagnostique dans les pathologies de la filière Oscar, à partir des données de la BNDMR. Et là, en cours, il y a Dr Geneviève Boja qui aimerait faire cette étude sur la FOP, qui est une étude avec les données de la BNDMR chaînée au SNDS. Donc, c'est en cours parce que c'est le genre d'étude, justement, qui prend beaucoup de temps à monter. C'est beaucoup plus complexe que juste une demande d'extraction de données de la BNDMR. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus de données, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est en cours. Alors, quelle place pour les assos? Donc, je vous ai mis la dernière slide où, voilà, comment contribuer pour les registres et cohortes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous pouvez vous-même avoir une idée, un projet, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher soit de la filière, soit du centre de référence directement. Donc, communiquer autour des études en cours dans lesquelles on aurait besoin d'inclure les données des patients, donc communiquer auprès de vos patients et surtout avec tous les moyens de communication que vous avez.
Et évidemment, le financement, comme l'avait dit Elisabeth, les projets cofinancés par les associations, il y en a plusieurs. Donc concrètement, pour les données de la BNDMR, parce que c'était le sujet de la présentation, donc là, il faut commencer à gauche sur « J'ai un projet ». Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, à partir du moment où on a une idée, un projet, il faut se rapprocher des centres de référence de la filière maladies rares pour évaluer déjà si ce projet n'existe pas ailleurs et si les gens seraient intéressés. Ensuite, on se rapproche de la BNDMR, voir avec eux les démarches à suivre, sachant qu'il y a toute une partie réglementaire tout le temps pour ce genre d'études sur données. Donc, ce qui est autorisation CNIL, conformité RGPD, il peut y avoir, en fonction du type d'étude, des notes d'information individuelles à transmettre à chaque patient. Et c'est vraiment selon le type d'étude. Puis la demande est envoyée à la BNDMR qui évalue la faisabilité de cette étude sur données. Et ensuite, c'est validé par le comité scientifique de la BNDMR. Il peut y avoir un peu une partie de ping-pong avec la BNDMR, avec des demandes d'informations complémentaires, etc. Ça peut prendre un peu de temps. Mais en général, ils sont assez réactifs. Et ensuite, l'étude est faite donc soit directement par l'équipe de la BNDMR. Ils ont des data scientists, des data managers, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Soit si dans l'équipe qui monte le projet, il y a ce qu'il faut, des data scientists, data managers, peuvent aller directement. Il y a pour exploiter les données de la BNDMR, tout récemment, ils ont mis en place un espèce de VPN ultra sécurisé où on peut le faire à distance, mais en général, il faut aller dans leurs locaux pour exploiter les données, comme c'est des données ultra sensibles. Il faut vraiment faire ça chez eux, dans leurs locaux. Et là, on arrive à la fin de la présentation. Une question sur ce que vous venez de dire. Excuse-moi. Oui. Je peux vous voyez plutôt. Oui, comme vous voulez. Donc, du coup, la question, elle est simple. Vous disiez que vous aviez des data scientists éventuellement, mais ça, c'est côté équipe BNDMR. C'est pas côté monde des associations. Et donc, la question, j'en viens à ma question, l'extraction, elle est sous un format Excel, quoi. Ou est-ce que, justement, je ne sais pas si ça rejoint un peu le débat que Alexandre vient d'ouvrir. Oui, au fait, on peut soit leur donner, on peut soit leur demander une extraction des données brutes, et dans ce cas-là, on fait nous-mêmes tout ce qui est stats, etc. Et les données brutes de la BNDMR, c'est assez costaud. Soit on leur demande exactement ce qu'on veut, et eux vont le faire. Par contre, il peut y avoir une contrepartie financière pour effectuer ces tâches. Bien sûr. Après, vous avez un formulaire, enfin bien sûr, je sais pas, mais bon, vous avez des formulaires, de ce que j'ai compris, pour faire les demandes, de sortir du set de données des éléments qui peuvent être intéressants pour la prise de décision dans le cadre d'un projet, quoi. C'est ça aussi l'idée, quoi, d'avoir des formulaires formels, quoi. D'accord. Oui, sur le site de la BNDMR, il y a une page dédiée à exploiter les données de la BNDMR et il y a tous les formulaires en fonction de… Nous, ce qu'on utilise souvent au sein de la filière, c'est les demandes d'indicateurs. Donc, c'est assez simple. C'est du dénombrement de patients, soit par centre, soit par pathologie. Ce qui est dénombrement, en général, c'est assez simple. On arrive assez facilement à l'avoir au niveau de la BNDMR. Ce qui est compliqué, c'est quand on a là, comme ce qu'on a fait avec Baptiste sur les rangs et l'impasse diagnostique, il y avait des choses un peu plus complexes. Que Baptiste était il avait une certaine appétence pour ce qui est data management, donc il aimait bien faire les stats. Moi, un peu moins, donc je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais on arrivait à se comprendre sur les idées, ce qu'on voulait, et c'est comme ça qu'on a pu monter ce petit projet ensemble. Et c'est vraiment, soit on s'y connaît en statistique et en data management et on récupère les données brutes, soit on demande à la BNDMR et il ne faut pas hésiter à les solliciter, à leur redemander plusieurs fois si ce n'est pas exactement ce qu'on a demandé. Il peut y avoir des incompréhensions, des choses qui sont mal comprises de premier abord. Après, on peut les avoir au téléphone aussi. Enfin, vraiment, ils sont assez open sur ce point-là. Mais une extraction de données peut être un premier niveau d'information ou est-ce qu'il faut directement construire le projet d'implémentation finale pour avoir son interface finale et savoir exactement où on veut aller parce que… Tout dépend de la finalité de ce que vous voulez faire des données, au fait. Mmh. C'est ça, c'est quel est l'objectif. Si c'est juste
Tout à l'heure, je crois que c'est madame de l'association Hippopara qui m'a demandé le nombre de patients. Bah, ça, c'est tout à fait possible de faire la demande auprès de la BNDMR directement. Combien de patients Hippopara dans la BNDMR? C'est du dénombrement, c'est assez facile. Et ça, aujourd'hui, on peut y avoir accès. Pardon. Ça, on peut y avoir accès directement depuis le site aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez prévu de le montrer, mais mais on peut y avoir accès directement sur les patients de son propre centre. Non, mais on peut aller voir à l'échelle nationale le nombre de personnes qui sont référencées sur une pathologie en particulier. Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Oui, c'est vrai qu'ils mettent à disposition sur le site de la BNDMR, ils mettent à disposition tous les rapports comme ça. Nous, ce qu'on demande aussi des fois, c'est le genre de demande qu'on a, c'est les demandes que j'ai vues récemment, c'était un médecin qui va avoir une étude clinique avec un nouveau traitement, et qui voulait savoir dans quel centre sont les patients. Ça, on ne l'a pas sur le site. On a le nombre au niveau national, mais on n'a pas le niveau dans quel centre sont suivis les patients. Pour pouvoir, après, derrière, l'idée de ce médecin, c'était de contacter ses confrères médecins pour les prévenir qu'il y avait un essai clinique et pour qu'ils réorientent les patients pour participer à cet essai. Ok, ça c'est intéressant. C'est typiquement ce genre d'études qui pourrait nous intéresser. Sur notre patho, on a plein de sous-types et potentiellement des traitements demain. Et on n'a pas la répartition effectivement par centre, etc. Bah, ça, c'est la filière. Votre filière peut le demander. Alors moi, j'ai fait une demande directement à la BNDMR aujourd'hui, effectivement, qui m'a renvoyé vers le patron de la filière, qui m'a renvoyé vers la BNDMR. Et du coup, j'ai quand même fait ma demande et puis elle a été transmise. Alors pour l'instant, c'est en cours de traitement, d'étude. Et je suis parti uniquement sur le set de données minimum, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on est sûr d'avoir. Ouais. Après, pour tout le reste, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu comment qu'est-ce qu'il y a derrière, un petit peu derrière ce set minimum, si il y a des infos à partager là-dessus. Et comment on peut, avec des exemples peut-être de projets concrets, de demandes qui ont été faites et de réalisation d'études autour de requêtes sur la BNDMR pour qu'on puisse voilà, se projeter un petit peu. Oui, bah, c'était l'idée. Bah, là, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je ne sais pas si. Parce que le but premier quand Anne-Claire et Cécile sont venues me voir, c'était on veut voir à quoi ça ressemble Bamara. Donc là j'y arrive, je vais vous faire la démo en live si vous êtes d'accord, pour qu'on voit concrètement les données qui sont dans le set de données minimum. J'ai juste une toute petite question, vous avez peut-être répondu, mais j'ai loupé. Est-ce que la simple demande d'information pour avoir un nombre de patients dans une pathologie enregistrée dans la BNDMR, c'est payant ou pas? Non, ça, comme vient de le dire, désolé, j'ai oublié le nom, Alexandre, je crois. Ouais. Et comme vous venez de le dire, c'est disponible sur la BNDMR. Il y a les rapports justement du dénombrement des pathologies. D'accord, ok, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, parce qu'il y en a une autre. On est en train avec la FSKF, avec les membres de l'association, de se poser des questions sur constitution d'un historique de la maladie. On a de notre côté, on a un historique parce qu'on travaille aussi avec le Canada. Donc en fait, on a énormément d'éléments constitutifs de ce qui pourrait être un socle historique, mais non formel, non formalisé, purement associatif. Et donc c'est pour ça que nous, on s'intéresse à une extraction. Donc dans cet historique, il y a moins des données géographiques et plus des données symptomatologiques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc ça permet, donc ça peut être utile au centre de référence, hein, bien sûr, mais en tout cas en premier aux patients pour savoir vers quel type de médecin il doit se tourner, enfin aux patients, plutôt aux associations qui les aident. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, qui n'est pas tout à fait une question, plus une remarque dans le général, permet de construire la réflexion. Et puis, le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est qu'effectivement, nous aussi, on poursuit cette idée de trouver la répartition géographique des AFSKF, parce qu'on a encore des gens qui viennent nous voir en nous disant « Tiens, il y a 10 ans, on m'avait dit j'ai ça », et puis finalement, elle a abandonné
un exemple totalement anonyme, abandonner l'idée du centre de référence et que du coup, elle se soigne en point à point. Donc, elle est en pleine errance, même diagnostique, hein, du coup. Donc, une personne nous a appelé. Voilà, donc c'est ce qu'on se dit aussi, c'est les trous dans la raquette. Si on a une représentativité géographique des personnes atteintes, bah, ça peut aider à justement peut-être poursuivre le but de dire il y a moins de trous dans la raquette possible, quoi. J'imagine Oui, que... oui, bien sûr. Non, mais c'est clair que c'est un des gros intérêts de la BNDMR, hein, c'est de pouvoir savoir il y a tant de patients dans tel centre atteints de telle pathologie, quoi. C'est d'avoir les infos Après, le plus précis ouais, possible. Après, il y a il y des a un petit limites. Ouais, je warning, sais Yalia, sur les moins de 10 patients. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, d'accord. C'est qu'il y a, au niveau réglementairement parlant, la BNDMR, quand il y a moins de 10 patients atteints d'une pathologie suivis dans une région, dans un centre, ils mettent pas le nombre exact, ils mettent moins de 10. Bien sûr, c'est des obligations sécuritaires. On a ça Exactement. dans les entreprises pour la finance, pour les masses salariales, etc. Ça permet Identifiable. d'analyser un minimum parce que C'est dès trop qu'il y a identifiable. Ouais. C'est aujourd'hui, ça, avec sinon ce serait trop identifiable. Exactement. exactement. Aujourd'hui, quand on voit les prouesses de l'intelligence artificielle, de la data et tout ça, on se Oui, dit c'est que ça. c'est En plus recoupant facile. en recoupant certaines données, on pourrait retrouver C'est ça. les entités. Donc c'est une des limites de ce genre d'extraction. La deuxième, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que malheureusement, on n'a pas les patients comme celles que vous avez décrites qui ne passent pas du tout dans les centres de référence. Bah, on ne pourra pas l'avoir dans la BNDMR. Bah oui. Merci. Et après, ça peut être parce qu'on a eu le cas dans justement, il y a un médecin professeur de la maladie de Pompe qui a il y a un registre pour cette maladie et il a demandé une extraction au sein de la BNDMR et lui était persuadé d'avoir l'exhaustivité et via l'extraction, il a pu retrouver pas mal de patients qui n'étaient pas dans son registre, qui étaient suivis dans des centres d'autres réseaux que le sien en fait, donc qui sortaient complètement de son circuit de prise en charge, qui était le circuit classique de ces malades. Mais voilà, via la BNDMR, ça a permis de récupérer une bonne partie des patients. Au début, il n'y croyait pas, il a dit non, c'est une erreur. Puis ils ont fait des vérifications, ils ont contacté les centres de référence concernés et c'était bien des patients en maladie de pompe, mais qui n'étaient pas du tout dans le bon réseau en fait. Donc on sait qu'il y a tout n'est pas blanc ou noir, hein, évidemment. Il y a forcément des patients qui passent entre les mailles du filet. Et ça permet d'avoir au moins les patients qui passent dans les centres de référence. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Juste une petite question. De ces patients qui sont suivis dans les centres de référence, on les géolocalise, enfin on les localise, on les géolocalise quand même, on n'en est pas là, dans le centre de référence. Quelqu'un qui est qui habite dans le sud-ouest et qui est suivi à Paris sera localisé à Paris. On peut, sachant que l'adresse des patients fait partie du SDM. Donc on peut avoir et le centre de soins et l'adresse des patients. D'accord, merci. Ça aussi, ça permet d'ailleurs, je crois qu'il y a une étude en cours au sein de la BNDMR pour évaluer la distance de prise en charge des patients, pour voir si justement, pour certaines pathologies, il y a des patients qui font plus de trajets que d'autres. Et on le sait que c'est le cas. Vous avez dit les adresses des patients, donc pas les noms et prénoms quand même, ou dans Bamara, il y a les adresses des patients. Demande d'extraction. Ah oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'en extraction, on peut les obtenir. En fait, il y a des niveaux à demander à la BNDMR, c'est en fonction de l'étude du nombre de patients, etc. Je sais que des fois, ils acceptent de donner la région, par exemple, mais ils ne donneront pas l'adresse exacte, évidemment. Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'était dans ce sens, ma question était dans ce sens-là. Moi, je suis dans le monde de la data. Voilà. Oui, voilà, ça fait partie des limites. C'est comme le moins de 10 patients. Ils donneront la région, mais ils ne donneront pas la ville exacte, quoi. Après, c'est vrai que c'est limitant. C'est quand il y a une urgence thérapeutique, c'est toujours très compliqué pour tout le monde. C'est que après, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un peu au cas par cas en fonction de la demande. Je sais qu'au sein de la filière, par rapport au médecin dont je vous ai parlé, qui a fait la demande pour l'essai clinique, on a pu avoir le centre de suivi, puis après, la médecin se rapproche du centre, et dans le centre, forcément, ils ont l'adresse du patient, ils peuvent le contacter, il n'y a aucun problème. Ok, c'est clair, merci. D'autres questions? Du coup, on attend la démo.
Ouais, je me connecte. Alors, faut que j'arrête le Bon, partage. Anne-Claire je et crois. Cécile, j'espère que vous êtes prêtes. Oui, Alors, Yes. Oui. Oui, Super. je change l'écran pour le partage. Tac, Bamara. Là, vous voyez ma page Bamara. Vous avez été déconnecté. Je me reconnecte. Donc voilà, j'en arrive sur Bamara. Là, c'est le lien formation, évidemment. Je ne suis pas sur la vraie base Bamara parce que je ne vais pas vous montrer des vraies données de patients. À part ça, tout est pareil. On se connecte. Ça, c'est les médecins, les personnels des équipes des centres maladies rares qui peuvent avoir accès. Des filières aussi. Ah, petite erreur. Pas bien. Donc, normalement, il y a une double authentification. Il m'envoie un code sur mon adresse mail, mais comme je l'ai fait tout à l'heure, il me reconnaît. Aujourd'hui, tout va bien. C'est un code valable 24 heures. Donc là, on voit le centre dans lequel je suis connecté. Donc là, je suis dans le centre du métabolisme calcium-phosphate, centre coordonnateur, c'est au du professeur Linglard, au GHU Saclay, Kremlin-Bicêtre. Ici, c'est un peu la page d'accueil du centre. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas sur le vrai centre, c'est une page de test. Donc là, il y a 0 fiche, il y a un seul patient dans le centre, un patient test. Ici, ça permet d'avoir un peu les données du centre. Donc là, je clique sur site. Donc là, pareil, hein, un vrai centre verrait directement sur cette page, on voit le nombre de patients par maladie. Vous voyez, c'est assez intuitif, c'est bien fait. Bon, là, un seul patient qui est atteint d'hypophosphatasie apparemment. Ici, c'est au niveau du statut de diagnostic, c'est pour voir si on a une majorité de patients avec des diagnostics confirmés ou non. Et là, c'est le statut des fiches, si les fiches sont bien remplies ou pas, en gros. Quand elle est valide, elle est bien remplie. Quand il y a un avertissement, il manque des infos. Ça, c'est la page d'accueil du site. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est la saisie. Comment ça se passe quand je veux saisir les données d'un patient? Donc, nouvelle fiche. Donc, voilà, sachant que on peut aussi créer des fiches pour les fœtus sur Bamara, pour certaines pathologies. Par exemple, pour le DPI à la PHP, c'est Orbis, c'est pas possible de faire une fiche maladie rare sur Orbis pour un fœtus. Donc, pour les centres à la PHP, les centres maladies rares à la PHP qui sont spécialisés dans des maladies rares fétales sont obligés d'utiliser Bamara pour faire la saisie. Là, on va dire que c'est un patient fait par un fœtus. Donc là, on crée l'identité du patient avec une date de naissance. Texte du patient, on sauvegarde. Là, vous voyez l'interface, à quoi ça ressemble. Donc, si jamais, pareil, ici, on demande si le patient est malade, non malade. Donc ça, c'est pour surtout pour les cas de soit diagnostic différentiel, soit de dépistage familiaux. Donc, le centre de référence a la possibilité de créer des fiches patients pour des patients qui, in fine, ne seraient pas malades. Donc, dans le cas d'un dépistage familial, la fratrie, par exemple, va venir dans le centre de référence, va se faire le dépistage. Au final, ils ne sont pas malades. Je coche non malade. Et évidemment, tous les patients qui sont non malades, leurs données ne sont pas transférées dans la BNDMR. Ils restent uniquement dans Bamara parce que ça permet, comme je vous ai dit au début, de calculer une part du financement des centres de référence. Et comme cette activité de prise en charge de la fratrie, par exemple, c'est de l'activité de centre maladie rare, c'est normal que ce soit compté dans l'activité. Voilà le numéro de sécurité sociale qui n'est pas obligatoire, mais qui est de plus en plus recommandé. En gros, tout ce qui est obligatoire, c'est là où il y a des petites astérisques, vous voyez. Ça fait vraiment partie des données obligatoires du set de données minimum. Donc, le lieu de naissance, faire dans l'originalité, hein. Lieu de résidence. Là, est-ce que le patient est décédé? Si je coche rien par défaut, le patient n'est pas décédé.
Là, je suis sur la partie données administratives. Étape suivante. Prise en charge. Donc là, je suis connecté dans le centre de référence du professeur Linglard. Donc, de base, le patient est rattaché à ce centre de référence. La date d'inclusion dans le site, c'est la date à laquelle le patient est venu pour la première fois dans ce centre. On va dire que c'est aujourd'hui. C'est sur aujourd'hui, je n'avais pas vu. Le médecin référent maladie rare. Donc là, c'est le médecin au sein du centre. Là. Et le patient initialement adressé par. Donc là, c'est pour savoir comment le patient est arrivé dans le centre maladie rare. Ça, c'est si on veut faire des études sur certaines pathologies, les patients sont d'abord orientés par des spécialistes ou par des pédiatres de ville. Là, il me met pédiatre parce que c'est un patient. Non, il me met tout. Je pensais qu'il me mettait pédiatre parce qu'il avait moins de 18 ans, mais bon, il me met tout. Donc, en gros, voilà, c'est pour savoir comment le patient est arrivé dans le centre de référence. Ça peut être du dépistage néonatal, ça peut être centre de prise en charge, centre de compétences, un autre centre. Donc là, pareil, je vais mettre pédiatre hospitalier. Je peux en mettre plusieurs. Je peux avoir vu plusieurs médecins avant d'arriver. C'est pas à m'interrompre s'il y a des questions. Là, je vais créer une prise en charge, parce que c'est la première fois que ce patient vient dans mon centre. Aujourd'hui, je ne peux pas créer une prise en charge antérieure parce que j'ai mis qu'il était arrivé aujourd'hui dans le site. Et la prise en charge, je n'avais pas cliqué. Ce qui me bloque, ah oui, il me manque l'activité. Voilà, c'est ça qui manquait. Je me disais que j'avais loupé une étape. Alors, la date de l'activité aujourd'hui, donc dans le centre du professeur Linglard. Le contexte, c'est pour savoir c'était une consultation, une hospitalisation ou autre. On peut rentrer pas mal de choses. Il y a les RCP. Les RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires qui se font en général en visio par plusieurs médecins d'un centre de référence. Voilà, on va dire qu'il est venu en consultation classique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis pluridisciplinaire. Objectif de la consultation, mise en place de la prise en charge. Intervenant et uniquement le médecin. Je peux en mettre plusieurs dans le cas, si c'est une HDJ par exemple, mettre plusieurs intervenants. Je peux mettre diététicienne. C'est d'être le plus précis possible dans ce qu'on remplit. Et là, on peut mettre le nom des intervenants, mais ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, il n'y a pas d'astérisque. Là, je sauvegarde. La fiche a bien été sauvegardée. Donc, je rentre au moins un diagnostic. Bah oui, j'y arrive. Étape suivante, diagnostic. Donc là, on me demande l'état du diagnostic. Est-ce qu'il est confirmé, probable ou en cours? Indéterminé, c'est uniquement, voilà, on a des petites Z quand on se met dessus. Donc indéterminé, c'est uniquement quand on a fait toutes les investigations possibles et qu'on ne sait toujours pas ce qu'a le patient. Donc c'est vraiment à utiliser en dernier recours. Sinon, on se met en cours ou probable, l'investigation initiale. Là, donc, on est sur une prise en charge initiale, donc on va mettre en cours. Caractérisation génétique du diagnostic. Pour l'instant, non, il vient d'arriver. Une investigation réalisée. Et là, on a toute une liste et puis on sélectionne. Voilà, on est chez Oscar, on va mettre de l'imagerie. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. On met tout ce qui a été fait pendant cette consultation pour déterminer le diagnostic. Et là, pour définir la maladie rare, il faut forcément utiliser la classification Orphanet. Donc, c'est les codes maladies rares qui commencent par MR. Donc là, si je tape une maladie du centre du professeur Linglard, donc c'est là, je ne sais pas s'il va le reconnaître comme ça. Oui. Donc ça, c'est l'hypophosphatémie alix, une maladie de SCAR du centre du professeur Linglard. Donc soit je tape juste la maladie, soit vous avez vu, il m'a donné le numéro qui va avec.
Ça, c'est le numéro, c'est son code ORFA, le 89 936. Si je tape, normalement, on va le reconnaître. Voilà. Il met la maladie directement. Mais je ne peux pas mettre autre chose dans ce champ. Il faut forcément que ce soit dans la classification Orphanet. Description clinique, donc là, on peut remplir les champs. Donc, je sais, rachitisme, par exemple. Là, on peut en mettre plusieurs. Signes atypiques, bon, s'il y a des signes atypiques. Ça, c'est pour ça que cette partie diagnostique, je vous disais tout à l'heure, on considère que c'est important que ce soit complété par le médecin. Parce que c'est assez précis quand même ce qui est demandé. Je t'embête 2 minutes, Yaya, mais tu voulais peut-être l'aborder après. Parce que là, du coup, tu es dans l'inscription de quelqu'un. Enfin, du coup, on est sur quelque chose de nouveau. L'objectif quand même, c'est que ce soit actualisé à chaque consultation. Oui. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il faut ressaisir l'ensemble de ces données ou que Non, des à choses chaque fois. partielles. La partie diagnostique, données administratives, la seule chose qu'il faudra ressaisir, c'est l'activité. Là, je crée le patient. Et dans l'activité, tu l'avais vu tout à l'heure, il demande 3 choses. Il demande la date, le type, si c'est une consultation, une hospitalisation, etc., et le motif. Et après, les intervenants. Donc 4 choses. Oui, parce que les intervenants peuvent être intéressants, tu vois, dans le cadre d'une recherche. Bien sûr. Ouais, ok, d'accord. Donc, il demande 4 choses. Donc, c'est des listes déroulantes. Je sais que c'est toujours des choses en plus à faire, hein, mais c'est pas ce qui prend le plus de temps. Quand le patient revient, ce qui prend le plus de temps à chaque fois, c'est la création de la fiche. Vraiment, c'est là où il faut passer du temps, où on demande la génétique s'il y en a, les signes, l'histoire de la maladie, l'appréciation du diagnostic à l'entrée. Ça, c'est quand le patient m'a été adressé, est-ce qu'il avait un diagnostic ou pas. Donc là, on va mettre approprié. Il y a une suspicion. Par exemple, il a été adressé par son pédiatre hospitalier qui l'envoie au centre de référence parce que suspicion d'XLH là, dans ce cas-là. Donc le diagnostic était approprié. S'il n'y avait rien, il ne va pas bien, je vous l'envoie, débrouillez-vous avec ce patient, c'était absent. Et si c'était un mauvais diagnostic, c'était non approprié. Ok, j'aurais une petite question à ce stade ou deux. Oui, allez-y. Donc déjà, bon merci, hein, ça permet de voir concrètement comment c'est rempli. Donc par des ARC ou par les médecins eux-mêmes, hein, selon les centres, les ressources qu'ils ont, etc. C'est ça. Ou des techs, si j'ai bien compris, c'est ça l'acronyme que j'ai découvert pour le coup. Donc ça, ok. Combien de temps en moyenne pour une fiche? Est-ce qu'aujourd'hui on a un ordre d'idée? Nouveau patient et en plus sa fiche, ça prend combien de temps? C'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que c'est renseigné, donc on va dire il y a un rendez-vous et c'est renseigné après, il y a une saisie de dossier à la file à partir de dossiers papier, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des interfaces aussi avec des dossiers dans les hôpitaux? Enfin, je posais la question pour l'efficience, je dirais temps. La réponse, c'est que c'est complètement dépendant d'un centre à l'autre, en fait. Vraiment. Et même le temps de saisie, ce qu'on sait, c'est que plus c'est fait par les personnes qui ont l'habitude de suivre les patients, donc les personnes du centre, plus au fil du temps, ça va se faire de plus en plus vite parce qu'ils ont l'habitude, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes codes qui reviennent. Quand c'est fait par des architectes, des filières qui doivent couvrir tout un territoire et beaucoup de pathologies différentes, pour la partie activité, ça va très vite parce qu'ils ont l'habitude, mais pour la partie création de fiches, au niveau diagnostic, etc., ça peut prendre plus de temps parce qu'il faut fouiller. En général, je l'ai fait pour ma partie ARC. Il faut fouiller dans les dossiers patients, il faut aller chercher ces informations et ça peut prendre du temps. On peut aller sur 10 à 15 minutes par création de fiches pour la création de toutes ces infos avec les données diagnostiques, etc. On sait que les médecins connaissent, surtout dans les maladies rares, surtout en pédiatrie, les médecins connaissent très bien leurs patients et pour avoir vu dans certains services des médecins juste avec le nom du patient et ils me donnent toutes ces infos directement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment pour que la création de la fiche, on sait que c'est le plus long, mais voilà, c'est vraiment important que la partie histoire de la maladie diagnostique soit validée par le médecin. Après, c'est en fonction de la faisabilité, hein, s'il n'y a pas d'aide dans le centre ou s'il y a de l'aide, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais la partie création de fiches, ça peut prendre entre 5 et 15 minutes vraiment en fonction du niveau de connaissance de la personne qui saisit.
Et pour l'activité, par contre, ça va très vite. Ça prend moins de 2 minutes, vraiment. Moins d'1 minute même. Ok, ouais, c'est assez rapide. Ouais. Okay. Et quand c'est intégré au DPI, donc au dossier patient de l'hôpital, c'est la même chose avec une architecture différente, mais c'est les mêmes champs qui doivent être complétés. Moi, je suis à la PHP. Et bon, après, on utilise le logiciel Orbis qui est connu pour être assez lent, ramé, etc. Donc, ça rame parce que c'est le logiciel Orbis. Mais pour la partie activité, honnêtement, ça prend 30 secondes, quoi. Quand le patient revient, on se connecte dessus, on est déjà sur la partie activité directement, sur la nouvelle activité avec la date du jour. Donc, on corrige la date. Si on ne le fait pas au jour le jour, il faut faire attention de bien mettre la date du jour de la consultation, de l'hospitalisation. Et on fait la saisie. Enfin, ça va super vite. Et après, c'est en fonction de l'organisation de chaque centre. Et voilà, aujourd'hui, ceux qui ont le plus de problèmes, c'est les centres de compétences. Donc, à partir de l'année 2024, c'est ceux qu'on priorise dans l'aide au sein des filières et des plateformes. Parce qu'il manque de ressources, justement. Parce qu'ils n'ont pas de financement dédié, les centres de compétences. Oui, du coup, pas de bras. Du coup, voilà, exactement. Soit c'est un centre de compétences qui est dans un service dans lequel il y a un centre de référence. Du coup, il y a un peu mutualisation de l'arc qui fait pour l'autre centre, donc il peut faire pour le centre de compétences. En plus, il y a moins d'infos, il y a moins de patients. Mais si c'est un centre de compétences tout seul dans un service où il n'y a pas d'autre centre qui fait de la maladie rare, clairement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les centres de compétences, en plus de remplir justement ces sets de données. Si, justement, il y a l'obligation, pour tous les centres labellisés maladie rare, il y a l'obligation d'avoir la saisie. L'idéal, l'obligation, elle concerne l'exhaustivité, tous les patients maladies rares, mais dans les textes réglementaires, pour être labellisé centre de compétences, il faut avoir une file active de au moins 25 patients. Une file active, c'est le nombre de patients différents vus dans l'année. Donc aujourd'hui, un centre de compétences qui se dit bon, je fais le strict minimum, il fait ses 25 patients dans l'année, il les a vus au moins une fois et c'est bon, quoi. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte d'avoir l'exhaustivité et pas uniquement les 25 minimum. Ah, ok. Moi, j'avais cru comprendre que c'était que les centres de référence. J'ai dû rater quelque chose ou on m'a donné une mauvaise information. C'est l'obligation pour tous les centres de compétences de référence. Je me suis peut-être mal exprimé, mais l'obligation, elle concerne tous les centres labellisés. C'est pas vous. Hein, j'avais entendu ça avant ce rendez-vous. On m'avait dit que les centres de référence avaient l'obligation de renseigner voilà, de quoi remplir la BNDMR, donc Bamara, et pas les centres de compétences. Alors, c'est une fausse information, du coup. Ou alors, non, ça concerne tous les centres. L'obligation concerne tous les centres. La différence, c'est que le centre de référence qui va mal remplir, ça va se ressentir l'année d'après sur son financement. Parce que la part variable va diminuer. S'il y a moins d'activité, il y a moins de part de financement. Le centre de compétences, comme il n'a pas de financement, qui remplisse ou qui ne remplisse pas, ça ne va pas changer grand-chose à sa vie en vrai. Ils vont faire le minimum, en fait. Ils vont faire le minimum syndical pour avoir le label compétence. Exactement. Ok. Et nous, c'est ce qu'on essaye on essaye de lutter contre ça, quoi. Il faudrait peut-être ajouter une part variable, visiblement. Ah, c'est un gros débat. Je laisserai Elisabeth rajouter un mot si elle est toujours là. Mais le financement des centres de compétences, c'est compliqué. Oui, ça c'est compliqué et c'est pas à l'ordre du jour du ministère. Ouais, on a compris que c'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc on les aide autrement. Voilà. C'est ça. Ok, merci. Excusez-moi pour la digression. Non, pas de souci. Continue sur l'histoire de la maladie, donc l'âge au premier signe. Donc, alors ça, c'est un point que tu n'avais pas noté, Yaya, tout à l'heure dans ton site de données minimum, mais pour moi, il est très important, l'âge du premier. Il n'était pas noté, mais c'était écrit histoire de la maladie, en fait. C'était tous ces points. Voilà. Je n'ai pas détaillé, puisque sinon, ça faisait une slide surchargée. Voilà, ça, c'est souvent les médecins, ils ont tendance un petit peu à faire ça Les médecins rapide, mettent non déterminé parce qu'ils ont la flemme de chercher. C'est C'est vrai que je le vois souvent, le non déterminé, parce que flemme de chercher. Et ça fausse les résultats, parce que l'âge au premier signe, c'est ce qui permet de définir l'errance diagnostique. Exactement. Si on a des premiers signes, si on met postnatal, il nous demande l'âge. Voilà. Là, je l'ai mis 2020, donc allez, 2 ans et 6 mois.
Et là, si c'est un cas familial ou sporadique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de s'il va avoir besoin de dépistage ou pas. Donc là, on va mettre que c'est un cas sporadique. De toute façon, ces champs-là ne sont pas obligatoires, vous voyez, il n'y a pas d'astérisque, mais bon, c'est des champs qui. C'est pour ça que dans les extractions qu'on demande à la BNDMR, c'est d'un centre à l'autre, on aura plus ou moins de données. Ce qu'on aura au minimum, c'est tous les champs avec les astérisques. Vous voyez? C'est ce qui est obligatoire. Yaya. Oui. Vas-y, on est là pour ça. Du coup, on est d'accord que sur Bamara, on va pas du tout trouver, je sais pas si par exemple on prend de l'anténatal ou je sais pas quoi, ou à la naissance, on va pas retrouver parce que du coup enfin, on va pas retrouver par exemple d'examen clinique. Alors tu vois, si je parle des MOC par exemple sur des radios osseuses, enfin tu vois, des radios qui permettraient de mettre en évidence des malformations osseuses. Ça, c'est des choses qu'on va pas retrouver dedans. Non, tu n'auras pas les radios, les comptes rendus de radio ne seront pas dans Bamara, c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Ce que tu l'auras ici, dans le type d'investigation réalisée. Tu vois. Imagerie, clinique, biologie, et tu peux l'avoir. Après, il y a un champ libre en commentaire où on peut saisir des choses, mais bon, c'est pareil, c'est très peu utilisé. Ouais, d'accord. Tout ce qui n'est pas obligatoire, il faut partir du principe que c'est très peu utilisé. Ok. De toute façon, c'est en cours. Parce qu'après, si tous les champs ne sont pas remplis, je suis un peu pénible. C'est pour ça que je te dis, ce qui est obligatoire, c'est ceux où il y a les astérisques. Tu vois. Ok. Donc ça, tu te bases sur cela, tu es sûr d'avoir ces infos-là. Ok. Les autres, c'est fonction. Après, quand on fait une demande d'extraction à la BNDMR, on peut préciser. On dit je veux le nombre de patients global et pour les patients pour lesquels ces champs sont remplis, je veux ça aussi. Ouais, ça, on l'a fait, nous, avec l'ASSO. Mais du coup, c'était ma question parce qu'effectivement, en fonction de qui va remplir et comment ça va être rempli, les résultats peuvent être un peu faussés, tu vois. Bien sûr, bah c'est biaisé derrière, forcément. Mais c'est des... Là, ils ont commencé, pareil, je digresse un petit peu, ils ont commencé la BNDMR à faire du contrôle qualité, ça s'appelle sur les données, et la première vague, c'est sur les diagnostics. Donc, toutes les filières ont été contactées, ont reçu des gros tableaux Excel avec plein de ce qu'ils appellent des queries. Donc, c'est j'essaie de traduire ça, des problèmes au niveau de la base de données. Donc, ça concerne des patients qui ont plusieurs diagnostics, donc ils demandent la confirmation que ce sont bien des patients qui ont plusieurs diagnostics, des patients qui seraient à la fois malades et non malades pour 2 centres différents, des patients qui auraient des dates de diagnostic qui seraient incohérentes. Et c'est tout un contrôle qualité qui n'était pas fait avant, qui commence à faire maintenant. Donc, on espère que derrière, nous, les filières, on renvoie tous ces tableaux à notre centre et on les aide à répondre à ces queries. Et on espère que ça va, en plus de corriger ces queries-là, que ça va transmettre des bonnes façons de coder. Première fois qu'on fait ça, on va voir. Pour l'instant, on est encore dans l'étape de nettoyage des tableaux avant de les envoyer au centre pour pas qu'ils soient trop effrayés parce que c'est assez costaud. C'est sûr. Je continue. Là, je suis dans le diagnostic. Donc là, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Étape suivante. Donc là, si je veux, pareil, vous voyez, toute cette partie n'est pas obligatoire. Si je veux, je peux saisir des données de naissance et des données anténatales. Et bon, toutes ces infos ne sont pas obligatoires. Donc concrètement, à part si on est un centre qui est dans le petite enfance, le fœtus, ces informations. En gros, les centres vont remplir les infos qui les intéressent. Si ces infos m'intéressent, je sais que si je les remplis dans Bamara, derrière, moi, en tant que médecin du centre, je peux, via les outils d'extraction de Bamara, récupérer des infos assez pertinentes facilement. Donc, il y a un côté, je saisis pour le côté financement, je saisis parce que je suis obligé, mais aussi parce que derrière, ça me facilite mes extractions de données et si j'ai des recherches à faire, c'est plus simple. C'est vraiment à chacun de se saisir de l'outil comme il veut, sachant qu'il y a un set de données minimum qui est le même pour tout le monde.
Donc, pour ce qui concerne le contrôle des données, vous avez un peu forcé la main juste au niveau de l'obligation de saisir un certain set de données minimum, mais par contre, vous ne faites aucune campagne de communication auprès des centres de référence et compétences en leur disant il y a quand même des données qui sont extrêmement importantes, parce qu'après, par les croisements de données, on peut avoir des surprises, quoi. Et c'est là où vous disiez qu'il y a certaines données qui sont remplies parce qu'elles paraissent plus nécessaires que d'autres. Ça ferme toujours la possibilité d'avoir un champ d'analyse un peu ouvert, quoi. Les croisements de Oui, données. bien sûr. Après, le set de données minimum, il a été défini par l'équipe de la BNDMR et du ministère à l'époque du lancement du PNMR2. Et aujourd'hui, ça évolue, mais ça évolue doucement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres packs sets de données minimum, mais qui ne sont pas encore obligatoires. C'est des packs optionnels qui s'ajoutent et c'est à chaque centre de se saisir de ces champs. Mais je suis d'accord avec vous, hein, comme ce ne sera pas complété de la même façon partout en France, derrière, l'analyse au niveau national ne sera pas forcément de très bonne qualité. Exactement. Quand on fait de l'analytique, on s'aperçoit qu'il manque 75% Bien sûr, bien sûr. de l'échantillon. Les données, finalement, ne sont pas vraiment très pertinentes. Mais effectivement, c'est un gros problème que le S-Data va rencontrer aussi, c'est que s'il n'y a pas l'exhaustivité, on n'est pas sûr de dire que l'échantillon va dire la vérité, quoi. Il y aura l'exhaustivité sur les données sur lesquelles il y a l'astérisque. Ça, c'est les données qui sont obligatoires, donc il y aura l'exhaustivité sur ces données-là. Mais tout le reste, clairement, c'est centre par centre. Et on a beau, nous, filières, communiquer, leur dire que c'est important pour eux, que ça peut les utiliser, qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser ces données derrière. On peut pas, malheureusement, on n'a pas les ressources pour aller saisir toutes les données de tous les patients à la place des centres. C'est pas possible. Donc, c'est la filière Oscar et autres filières, point d'interrogation, qui, au fur et à mesure des demandes d'extraction, d'analyse, qui dit, OK, il va manquer ces informations-là, dans le cadre de tel projet, on va en avoir besoin, ou est-ce que vous pouvez vraiment dire ces informations-là manquent, ça ne va pas du tout, il faut que vous les remplissiez de manière, que tout le monde les remplisse. Nous, après, on a notamment ce qu'on appelle, je cherche mes mots, l'observatoire diagnostic. Donc, c'est une des missions de la filière Oscar sur lesquelles on doit insister sur la qualité du diagnostic parce que c'est quand même un point primordial. Voilà, Dieu sauvegarde. Donc, on doit insister sur la qualité du diagnostic au sein de Bamara. Donc, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on fait des extractions des centres et on leur liste tous les patients pour lesquels il y a un diagnostic indéterminé. Et on leur demande si ces diagnostics sont vraiment indéterminés ou si ce n'est pas une erreur. Et derrière, à eux de retourner dans les dossiers patients, de vérifier s'il n'y a pas eu une erreur ou si c'est juste que le patient a été mis comme ça en attendant parce qu'on ne savait pas, mais entre-temps, il y a un diagnostic qui a été posé, mais personne n'est revenu dessus pour le mettre à jour. Il y a 2 ans, je sais que la filière Oscar a financé une ARC pour aller dans les centres, justement, pour vérifier tout ça, tous les diagnostics. Okay, donc, c'est des missions qu'on peut faire sur des champs précis comme ça, mais le faire sur tous les items de la BND de Bamara, ça me paraît, avec les moyens qu'on a, ça me paraît compliqué aujourd'hui. Bien sûr, oui, je comprends très bien. Après, ça se fait petit à petit, mais le problème, c'est qu'après, il ne faut pas qu'il y ait de la saisie trop rapide, parce que sinon, on se retrouve avec plus de données avec des trous que de données significatives. C'est le danger, quoi. Exactement. Okay. L'équilibre n'est pas évident à trouver. Hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est récent, la contrepartie financière accolée aux données de Bamara, ça date de 2021. D'accord. Donc, ça a permis de voir, mais véritablement, hein, sur les courbes, dans les présentations de la BNDMR, il nous montre qu'il y a un pic de saisie de données à partir du moment où où l'activité des centres était extraite directement depuis Bamara. Donc, les centres se sont dit, bon, on n'a pas le choix, on va saisir parce que le financement dépend de ça. Mmh. Malheureusement, on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que... Je vais juste me permettre, Yaya, il reste juste 5 minutes. D'accord. Voilà, je me permets. Vas-y, Anne-Claire. Merci, Elisabeth. Non, du coup, je vais te laisser finir. Non, je me demande, je posais la question juste comme ça. Est-ce que tu penses qu'avec le financement des Tech Arc, là, qui est déployé là, depuis quelque temps, est-ce que tu penses que ça va nous aider à avoir...
voilà. Le but, c'est de faire en sorte que les données soient de la meilleure qualité possible. Donc, indirectement, ça vous aidera, vous, si vous voulez faire des extractions, parce que les données seront meilleures. Mais alors, encore une fois, le financement, il est. Tu me corriges, Elisabeth, si je dis une bêtise. Pour l'instant, il est pour l'année 2024. Donc, il y aura des architectes déployés sur 2024. Ils vont s'occuper en priorité, je pense, des activités de 2024. On ne va pas faire de rétrospective, ça ne sert à rien. Quid de l'année prochaine? Enfin, c'est des décisions au niveau ministère et financement. On l'aura aussi l'année prochaine, d'accord. Oui. Donc voilà, ça va aller de mieux en mieux, on l'espère. Je finis rapidement, du coup. Bon, là, c'est les données de naissance, hein, vous avez compris. Ensuite, il y a un onglet recherche où on peut indiquer s'il y a participation à un protocole, si le patient est d'accord pour être contacté pour participer à un protocole, s'il y a un échantillon biologique qui a été prélevé pour la recherche, et moléculaire, c'est pour de la génétique. Donc là, si je sauvegarde et que je quitte, normalement, mon patient il est bien complété, donc le statut de la fiche est validé. Et là, j'ai le résumé de mon patient avec son activité qui a été faite aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous montre rapidement les outils d'extraction que les centres ont, du coup. Donc, on va dans l'onglet patient du site. Et là, voilà, donc je peux filtrer, soit chercher un patient directement par son identité, soit chercher, là c'est pour les médecins d'un centre. Donc là je suis un médecin du centre du professeur Naglar ou un ARC ou un TEC au sein du centre. Donc voilà ce que je peux faire tout seul dans mon coin sans rien demander à la BNDMR à Bamara. Je peux choisir les patients atteints de tel diagnostic. Je peux mettre toute une liste, je peux en mettre plusieurs. Donc là, XLH, para, j'ai mis un Z. Exemple. Voilà, et sachant qu'il y a plusieurs types différents en fonction, donc il faut. C'est pour ça que le codage des maladies, vraiment, je réinsiste dessus, mais on trouve que c'est important que ce soit fait par le médecin, parce que si c'est pas indiqué clairement dans un compte rendu, l'ARC ou le TEC, il ne pourra pas déterminer si c'est une hypopara auto-immune, isolée familiale due à la génésie de la glande. Enfin, vous comprenez le principe, quoi. Les médecins ne sont pas médecins pour rien, chacun son métier. On est toujours sur le référentiel Orphanet? Oui, toujours. Là, c'est le code. Il peut y avoir un code qui vient plusieurs fois avec les synonymes. Bien sûr. Il peut y avoir des synonymes. Bien sûr, c'est même très intéressant d'ailleurs. Et on se demande pourquoi il n'y a pas des codes de regroupement, quoi, justement. Au niveau Bamara, ils sont assez à jour avec la classification Orphanet. Ça aussi, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que quand on saisit dans le DPI, les mises à jour se font d'abord dans Bamara, puis après, il y a un temps de latence, le temps que le DPI se mette à jour par rapport à la mise à jour de Bamara. Donc, c'est pas toujours simple. Ça se construit. Bon, c'est ça se construit. Donc là, on peut mettre plusieurs diagnostics. L'état du diagnostic, si je veux uniquement les diagnostics confirmés, ou les probables, ou les en cours, ou autres, voilà. Le statut, ça c'est le statut de la fiche en général. Ça, à part pour la qualité de la saisie, si je veux, je veux toutes mes fiches qui sont avertissements, bim, et je les sors. Qu'est-ce que je peux avoir? Si c'est des malades, des non-malades, les patients décédés, non décédés. Je peux chercher par gène si jamais c'est saisi. Mais bon, encore une fois, les filtres, ils sont là et ça dépend de ce qui a été saisi dans les fiches. Donc, si c'est un centre où pour eux la génétique est importante, ils savent que pour chaque fiche, ils saisissent la gène, ils peuvent chercher les patients par gène. Et là, boum, ils sortent leur listing directement. C'est assez pratique. Je veux mon activité entre telle date et telle date. Il y a quand même. Et sachant que l'équipe Bamara, ils sont assez ouverts. Si on a besoin d'ajouter des filtres, c'est faisable. Ils font des mises à jour régulièrement. Là, bon, c'est en base test, hein, c'est pas des vrais patients, évidemment. Et c'est pour l'utiliser régulièrement, avoir des demandes des centres d'extraction, c'est assez pratique. Vous avez d'autres questions, remarques? C'est le moment parce qu'on est bientôt sur la fin, il me semble. Non, mais il y a beaucoup de choses déjà, c'est bien, merci beaucoup. Rien. Oui. Cécile, Anne-Claire, c'est bon ça? Vous êtes satisfaite? Vous avez vu Bamara? Ah ouais, merci beaucoup.
Bah non, mais on en parle tellement que c'est important. Enfin, je trouve ça chouette de pouvoir le visualiser, quoi. Bah oui, là, c'est concret maintenant.